Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de webinaire organisée par Centro. Donc, le sujet de notre webinaire aujourd'hui, ça parle d'un développement technologique, d'une nouvelle technologie basée sur donc des procédés électrochimiques et qui vise principalement le traitement et le recyclage des eaux grises issues des campements de chantier. Donc, c'est un projet en fait qui répond aux besoins de notre partenaire industriel qu'on travaille avec lui au Centre de technologie de l'eau. C'est RCM Solutions Modulaires qui est spécialisé dans la fabrication des campements de chantier et qui, bien sûr, lorsqu'on parle de campements de chantier des travailleurs, il y a la génération donc des eaux, notamment les eaux grises. Donc, dans notre plan de présentation, on va aborder trois grands points majoritairement. Notamment, on va parler qu'est-ce que les eaux grises, c'est quoi les origines de ces eaux grises, c'est quoi la quantité d'eau consommée d'eau grise, c'est quoi aussi les types de polluants qu'on peut les détecter dans ces types d'eau. On va passer aussi à parler de la réglementation, que ce soit pour les rejets de ces eaux ou bien aussi la réglementation liée au recyclage des eaux grises, s'il y en a. Et on va finir aussi par notre étude de cas de la technologie ERG. Donc, l'abréviation ERG, on parle d'électrocoagulation, réduction. Le G, ça signifie donc le couplage avec une unité de charbon actif. On va aller plus en détail pour décrire cette technologie et c'est quoi l'avantage de l'utilisation d'une telle technologie pour le traitement et le recyclage des eaux grises. Donc, commençons tout d'abord par qu'est-ce que les eaux grises? Donc, la source, les eaux grises, c'est principalement des eaux issues des buanderies, donc que ce soit des buanderies résidentielles, commerciales, industrielles. Vous savez, dans les campements de chantier, donc on a des chambres, donc ça représente à peu près des résidences. Donc, il y a des travailleurs qui consomment de l'eau dans ces campements-là. C'est les eaux grises aussi, ça pourrait être aussi des eaux issues des salles de bain. On parle des eaux issues des lavabos, issues des douches, des bains. Et on exclut dans notre étude, en fait, les eaux issues des cuisines ou bien de la lave-vaisselle. Donc, on va se focaliser plus sur les eaux issues des salles de bain et les eaux issues de buanderie, qu'on l'appelle ici dans notre étude eau grise. Qu'est-ce qu'on a comme information au niveau de la consommation des eaux? Donc, les eaux grises sont très… Donc, on consomme beaucoup, on génère beaucoup d'eau grise dans nos résidences. Je vous donne juste une idée sur, mettons, une résidence québécoise de 4 occupants où on génère aux alentours annuellement 220 000 litres d'eau grise qui sont directement rejetés dans les égouts. Donc, au niveau, en pourcentage, en termes de consommation, ça peut aller à 35% juste d'eau générée des bains et des douches. On parle aussi de 20% d'eau qui sont générées suite au lavage et de 5% qui sont générées des eaux donc des nettoyages et de notre lavage. Donc, tout cela, donc les eaux grises environ, ça représente aux alentours 60% de notre consommation d'eau à la maison. Qu'est-ce que ça peut contenir, ces eaux grises? Donc, ça peut contenir différents types de polluants. Ça pourrait être de la poussière, de la nourriture, les traces de nourriture qu'on le voit dans nos vêtements, les huiles et les graisses, les détergents, donc tout ce qui est des surfactants qu'on utilise pour le lavage, les fibres de vêtements. Ça pourrait être des cheveux. Mettons, si je prends dans une buanderie ou une salle de bain, donc mettons en termes de pollution et de paramètres physico-chimiques en termes de quantifiables, combien on peut détecter, mettons, de DCO, ça peut aller jusqu'à 2900 ppm. Grande concentration en matière en suspension, 400 ppm. On parle de la présence de l'azote, on parle aussi de la présence du phosphore. Il y a dans tout ce qui est charge organique, donc il y a la fraction biodégradable, il y a la fraction dissoute, il y a la fraction non biodégradable. Donc, mettons, si je parle des surfactants, je vais donner tout à l'heure des exemples ou des polluants qui sont difficilement biodégradables. Au niveau de la réglementation, donc ici je vais commencer par la réglementation 2008-47 qui est la réglementation de la métropolitaine de Montréal. Mettons si je prends
les buanderies industrielles à Montréal, ils doivent, en termes de rejet d'eau grise générée par les buanderies, ils doivent se conformer à ce règlement-là. Et dans ce règlement, une des paramètres qui sont normés, c'est les nonylphénol et toxylates, qui se trouvent à l'état de trace, qui sont présents dans les surfactants, dans les détergents qu'on utilise pour les nettoyages. On parle de 120 microgrammes par litre, on parle aussi de 200 microgrammes par litre pour les nonylphénols et toxylates. On parle aussi au niveau des règlements pour le traitement, on parle de la stratégie aujourd'hui pan-canadien pour la gestion des effluents d'eau usée, dont les eaux grises, ils font partie aussi des eaux usées. Dans cette stratégie-là, on parle de la gestion de la qualité des effluents, on parle le suivi de la conformité, la réduction à la source des polluants, donc par le développement des technologies qui peuvent donc traiter ces eaux. Mettons, si je parle d'un campement de chantier, il doit traiter ces eaux avant de le rejeter dans l'environnement, surtout s'il est dans une région isolée. Donc, tous ces règlements, ils parlent beaucoup plus du traitement et d'où donc la nécessité de traiter ces eaux, notamment les eaux grises, avant de le rejeter, que ce soit dans les égouts ou bien dans l'environnement. Au niveau aussi, donc parmi les technologies, si on parle de traitement, si je prends une buanderie qui génère de l'eau grise, actuellement sur le marché, ce qu'ils trouvent comme technologie appliquée, c'est des procédés conventionnels, mettons la coagulation, flocculation, où on fait de dosage des réactifs chimiques, un ajustement de pH, il faut une manipulation de ce genre de procédés, on génère de la boue, donc ces boues, il faut les traiter, il faut l'entreposer, il faut le transporter, donc c'est quand même des coûts supplémentaires et on parle juste de traitement. Donc ici, on ne parle même pas de recyclage, c'est des procédés qui sont utilisés juste pour traiter ces eaux-là et de le rejeter dans les égouts. Il y a des études actuellement qui s'effectuent de plus en plus et qui parlent en fait de l'avantage de traiter les eaux grises, mais aussi de le recycler. Il y a pas mal d'études actuellement qui ont été faites et qui ont démontré qu'avec le recyclage de ces eaux, on est capable de réduire notre consommation d'eau potable jusqu'à 30 à 40% et de réutiliser ces eaux pour des applications non potables, notamment des applications comme par exemple le lavage des mains, pour, mettons, l'irrigation, lavage des voitures, des camions, mettons pour les chasses de toilettes surtout, et pour pouvoir les réutiliser, ces eaux grises traitées, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la norme NSF 350, qui vise en fait le traitement et qui s'applique sur la réutilisation des eaux pour des applications non potables. La norme NSF, elle a fixé certaines normes pour certains paramètres comme la DBO, la matière en suspension, l'odeur, le pH, l'absence de bactéries pathogènes. Donc tout ça, ça a été détaillé dans la norme NSF 350 et c'est ce que nous, dans notre étude, en fait, on a utilisé, on s'est basé sur cette norme pour pouvoir comparer l'efficacité du traitement et voir si on est capable de réutiliser ces eaux grises ou non. Donc, en se basant sur cette mise en contexte, l'objectif de notre étude à travers cette problématique-là, c'est de développer un procédé à base d'électrochimie, donc un procédé électrolytique qui vise en fait le traitement et le recyclage des eaux grises issues des campements de chantier. En fait, on vise les campements de chantier, comme je l'ai dit au départ, pour répondre aux besoins de notre partenaire industriel RCM Solutions Modulaires, qui est spécialisé dans la conception et la fabrication des campements de chantier pour des constructions d'immeubles, de logements pour les travailleurs. Et avec ces campements-là, ils se trouvent à se confronter à des problèmes liés à la gestion des eaux usées, notamment les eaux grises et aussi il y a les eaux noires qui sont issues des toilettes. Donc, en fait, surtout, lorsque, mettons, ces campements-là sont installés dans des régions isolées, dans des zones non connectées à des réseaux d'égouts, où il doit gérer ses eaux, il doit les traiter, il doit les transporter s'il n'y a pas un traitement, un procédé de traitement ou une technologie sur place. Donc, ça lui donne, ça le permet en fait d'avoir des coûts
très élevé pour la gestion de ces eaux. Vous voyez ici, c'est une partie donc, du système, la technologie ERG, qu'on va par la suite plus le détailler. Donc, vous voyez ici le système électrolytique qui est in situ d'un bassin de décantation et le tout, il est bien sûr lié à un système d'absorption sur charbon actif. Donc ici, je vous donne une idée sur les campements de chantier sur lesquels on a travaillé et on travaille actuellement sur site. Donc, c'est un campement de chantier pour 3 à 4 travailleurs. Notre partenaire aussi, il fabrique des campements de chantier pour 20, 30 personnes et même plus pour 100 personnes. On a commencé notre étude pour des campements de petite taille. Et dans ces campements, vous voyez ici à droite, donc il y a la laveuse sécheuse qui est installée, vous voyez les lavabos et elle est équipée aussi par des douches. Et les eaux qu'on récupère de ces campements, ils seront donc directement liés à notre système de traitement. Donc, avant de commencer de parler de technologie, une des premières essais qu'on a commencé à faire sur terrain et sur site, c'est de mesure des débits, combien d'eau grise on consomme par jour par ces travailleurs. On a fait même, puisque l'étude aussi, elle s'étale sur les eaux noires, donc on a fait aussi des consommations, des mesures moyennes d'eau grise et d'eau noire, de consommation aussi d'eau potable sur ce type de campement. Également, dans notre travail aussi, on voulait savoir la qualité d'eau grise générée. Donc, on a fait des campagnes d'échantillonnage d'eau, principalement donc d'eau grise ici, puisqu'on parle, le sujet c'est l'eau grise. On a fait une caractérisation physico-chimique et aussi microbiologique de ces eaux, donc pour avoir une idée sur la qualité d'eau grise générée et sur la charge organique et inorganique qui est présente dans ces eaux. Principalement aussi, puisqu'on parle ici du système électrochimique, les mesures de la conductivité est très importante parce qu'il faut que l'eau soit quand même chargée, conducteur, pour qu'on puisse imposer le potentiel de courant sans avoir recours, mettons, à l'ajout d'essai, ce qui est notre cas. Et il faut juste mentionner aussi que les périodes de caractérisation des mesures des débits, ça a été fait pendant la période estivale et aussi pendant la période de l'automne de 2019, puisque c'est un projet qui roule depuis 2018-2019. Et l'échantillonnage, mettons, ça a été fait sur 3 périodes de la journée, donc le soir, midi et le matin, tout dépendamment des activités des travailleurs. Également, lorsqu'on a fait le développement technologique, on n'était pas directement allé installer le système conçu, fabriqué au CTE directement, mais on a travaillé aussi au Cégep de Saint-Laurent. Et une des choses qu'on a fait, c'est aussi comparer la charge de notre eau grise issue des campements de chantier par rapport à la charge d'eau grise. On a profité de la présence de départements physiques, d'avoir des eaux grises issues des douches, des lavabos. On a installé une laveuse sécheuse et on a comparé ce type d'eau grise par rapport à ce qui est généré sur site dans les campements de chantier. Et pour pouvoir, si on optimise et on développe sur une qualité d'eau, on va avoir plus de facilité de l'installation sur site et la mise en place sur site. Donc, c'est ce qui était le cas. Donc, l'eau grise, la qualité entre au Cégep de Saint-Laurent et aussi ce qui a été fait sur site, vraiment, la qualité, elle se ressemble beaucoup. Donc, la technologie, donc ce que vous voyez sur la photo, c'est vraiment l'installation du système d'électrocoagulation, électroréduction, unité sur charbon actif au Cégep de Saint-Laurent. Donc, comme je vous ai dit, donc ici, ce que vous voyez, c'est les eaux grises et c'est des douches et des lavabos. On a installé aussi une laveuse, une sécheuse qui est connectée à cette tote-là. Donc, l'eau qu'on génère d'ici, il va être directement connecté à la tote. Et donc, le mélange de ça, ça fait l'eau grise. Ce que vous voyez ici, donc, il y a le générateur de courant. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'unité électrochimique qui est in situ d'un système de décantation.
Donc, l'unité électrochimique, on va le voir par la suite. On parle de deux principales électrodes utilisées. Donc, l'électrocoagulation à travers l'utilisation d'une électrode d'aluminium, l'électroréduction où on génère des oxydants dans le milieu à travers l'utilisation du graphite comme électrode catalytique. Donc, cette combinaison-là, par la suite, donc, il y a une partie qui va décanter de l'eau et le surnageant, il est directement lié à l'unité du charbon actif. L'eau traitée, donc l'eau grise traitée, il va être réutilisé pour les chasses de toilettes. Ici, on a fait des tests visuels. Je ne veux pas présenter les résultats, mais pour voir en fait la qualité de l'eau visuellement. Est-ce qu'il y a la formation de biofilms? Est-ce que la couleur change au cours du temps? Est-ce qu'il y a des odeurs qu'on le sent au cours du temps? Donc tout ça, ça a été vérifié à travers la réutilisation de l'eau traitée, l'eau grise traitée et réutilisée dans les chasses de toilettes. Ici, donc, l'eau que vous voyez sur la tote, on le passe à travers une cuve d'alimentation qui va par la suite alimenter donc, le système électrochimique que vous voyez ici et le décanteur. Et le reste de l'eau électrolysée, si vous voulez, il va passer à travers une colonne de charbon actif qu'on vient de le voir dans l'ancienne diapo. Donc ici, une vue de haut de notre cellule électrochimique principalement. Ce que vous voyez à l'intérieur, donc on fait une agitation pour favoriser le contact des polluants, assurer un bon mélange entre les coagulants et les oxydants qu'on génère in situ. On mesure donc des pH, de la conductivité, l'ORP sont mesurés instantanément. Et ce que vous voyez, donc il y a l'électrode d'aluminium cylindrique et aussi l'électrode de graphite qui est in situ de l'électrode de l'aluminium. Donc vous voyez ici la configuration qu'on a utilisée dans notre cas. Et avantage par rapport à des technologies conventionnelles comme la coagulation chimique, c'est que ici, le système il est non polluant. Donc on génère les coagulants, les hydroxydes d'aluminium sont générés in situ par la dissolution anodique de l'électrode d'aluminium. On génère aussi le peroxyde d'hydrogène dans le compartiment cathodique à travers la réduction des molécules d'oxygène dans l'eau. Le peroxyde d'hydrogène, il va jouer le rôle d'un oxydant pour s'attaquer à la fraction dissoute. On utilise des surfactants, donc il y a une fraction dissoute qu'il faut l'enlever à travers l'oxydation et aussi pour assurer une meilleure désinfection de notre eau grise. C'est des systèmes aussi, une fois optimisés, développés, ils pourraient être automatisés. Donc, on n'aura pas besoin ici d'un opérateur pour doser des réactifs ou bien pour manipuler le système. Il pourrait être on-off, donc automatisé. C'est des systèmes aussi très compacts. Mettons, si on parle des campements de chantier ou bien des buanderies, mettons, c'est des systèmes où ils s'adaptent à des espaces très petits. On a dit donc les coagulants, les oxydants, on les génère in situ, donc sans ajout de réactifs chimiques. Et ces coagulants ou bien ces oxydants générés, ils vont s'attaquer simultanément sur la charge organique et inorganique. Et bien sûr, c'est pour assurer aussi une désinfection des eaux puisqu'on vise la réutilisation. Au niveau, ici, je vous donne donc une idée sur les paramètres opératoires appliqués lors du développement et l'optimisation de la technologie, surtout lorsqu'on veut, mettons, travailler, faire la conception d'un système pour une plus grande capacité, si pour des campements de 100 habitants, de 100 travailleurs, ça sera plus facile connaissant la densité de courant, connaissant les volumes des réacteurs, connaissant le temps de contact. On est par la suite capable de faire la conception pour des systèmes de grande taille. Notamment, je parle ici plus pour le réacteur électrochimique. Donc, dans notre développement, optimisation et évaluation de performance, on a commencé donc notre travail au Cégep de Saint-Laurent. Comme je vous ai dit, on profite des eaux grises dont on a accès et pour faire donc l'optimisation de la technologie ERG au Cégep. Parce qu'une fois elle est développée, optimisée, on a passé par la suite à l'appliquer, à l'installer sur site. On parle ici le site de Saint-Benoît-Labre. Vous allez voir par la suite quelques photos sur ce site où on évalue aussi la performance et on se rapproche plus de la réalité avec la consommation des travailleurs d'eau grise.
Donc, les principaux paramètres qu'on a fait, c'est on a fait tout d'abord une étude préliminaire en imposant certains paramètres comme la densité de courant, le temps de contact, et on voulait voir, découvrir donc c'est quoi la performance du système qui a été conçu pour le traitement et le recyclage des eaux grises. On a fait varier aussi la densité de courant, le temps de contact à travers des débits. C'est sûr que le système conçu actuellement, c'est fait pour des faibles débits, mais ça n'empêche, si on veut avoir plus de capacité, il suffit d'avoir un système avec plus de capacité. On a fait des tests de reproductibilité à chaque fois aussi pour voir en fait si la performance, ça se maintient, surtout avec l'utilisation de l'électrode d'aluminium qui est une électrode consommable au cours du temps. Donc, à certains moments, il faut aussi la changer. Donc, comme je vous ai dit, donc on a commencé par une étude préliminaire. Le système tel qu'il est conçu, donc il est on est capable d'enlever une grande partie de la matière organique juste par électrolyse. On parle de 45%, peut aller même jusqu'à 50%. Et on est capable aussi d'avoir une bonne élimination des matières en suspension, de la turbidité, déphosphatée, donc par électrocoagulation, enlèvement de la fraction phosphore. Et le reste a été raffiné par l'utilisation de la colonne sur charbon actif. Ça, c'était un test préliminaire que je présente, mais vous allez voir qu'avec le temps, donc avec l'avancement de ce que je vais présenter, on a quand même optimisé, surtout à la cellule électrochimique, pour améliorer la performance d'enlèvement de la matière organique et aussi tout ce qui est clarification. On a fait varier aussi la densité de courant. Ici, juste pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les systèmes électrochimiques, on parle de densité de courant, c'est-à-dire le courant qu'on impose ici par rapport à la surface anodique de l'électrode de l'aluminium dans notre cas. Ça pourrait être aussi par rapport à la surface cathodique puisqu'on génère des oxydants. Donc, on peut aussi faire ressortir la densité de courant par rapport à la surface cathodique, par rapport à l'électrode de graphite. Mais tout ce que vous voyez ici, c'est par rapport à l'électrode de l'aluminium qui génère le coagulant. L'échantillonnage qui a été effectué, bien sûr, pour les performances, c'est toujours dans la top, donc le mélange d'eau grise, à la sortie de décompteurs, notamment après électrolyse et décantation, et aussi à la sortie du charbon actif, donc qui nous donne la qualité de l'eau traitée à la fin. Quelques résultats de ces essais-là. Donc, tout d'abord, ce que vous voyez ici, c'est le potentiel d'oxydoréduction qu'on a mesuré instantanément. Vous voyez que cette augmentation, on l'explique notamment par la production du peroxyde d'hydrogène dans le milieu, donc l'oxydant qu'on génère dans le milieu. Bien sûr, le peroxyde d'hydrogène, il peut c'est quelque chose qu'on n'a pas vérifié, mais théoriquement, il peut se décomposer en radical hydroxyle. Donc, ça va être un plus dans le système pour, au niveau de l'oxydation. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a, avec le traitement, on fait de l'électrocoagulation. Donc, on génère à la cathode aussi des ions hydroxyles qui vont s'associer avec les ions d'aluminium. Et on va former ce qu'on appelle les hydroxydes d'aluminium. Donc, l'augmentation du pH ici, ce que vous voyez, c'est dû à la production de ces ions hydroxyles dans le milieu, ce qui a été quand même une petite surprise dans nous lorsqu'on a utilisé le charbon actif, c'est qu'on a une légère augmentation du pH avec le traitement. Ceci, on arrive à l'expliquer par en fait le point isoélectrique du charbon actif. Ce point isoélectrique qui est supérieur par rapport au pH de l'effluent électrolysé. Et donc, dans notre cas, le charbon actif, il a tendance à absorber donc, tout ce qui est des charges positives et relarguer tout ce qui est des charges négatives, notamment l'orthophosphate, donc le phosphore, et aussi les ions hydroxyles. Vous allez voir aussi dans les résultats, c'est quelque chose qu'on a observé au niveau du relargage du phosphore. Et je vais vous montrer aussi comment on arrive à remédier à ce genre de problème. Également, donc, au niveau de la clarification, l'augmentation de la densité de courant a démontré qu'on est capable de s'attaquer beaucoup plus à la fraction organique, plutôt ici à la clarification de l'eau. Donc, on arrive à avoir une meilleure clarification de l'eau et aussi à la fraction organique. Je vais le présenter tout à l'heure, les résultats. Et que ce soit en termes de clarification, en termes de turbidité, aussi enlèvement des matières en suspension. Ce qui a été démontré aussi, c'est que l'augmentation de la densité de courant pas forcément elle peut améliorer la performance
parce que plus on augmente la densité de courant, plus on génère des ions hydroxyles dans le milieu. Donc, la décantation, ça va perturber la décantation et des particules, et par conséquent, on va les retrouver sur le surnageant, et c'est ce qu'on le voit effectivement ici. Notamment, bien sûr, le charbon actif, il arrive à retenir tout ce qui a été échappé dans la partie décantation. Donc, la même chose aussi avec la DCO et aussi avec la DBO. Donc, quand même, avec la DCO ici, en augmentant donc la densité de courant, on peut avoir jusqu'à 60%, plus que 60% d'enlèvement de DCO, plus que 92% en termes de 40% en termes de DBO5, mais on arrive à l'améliorer en utilisant en fait en le couplant avec le charbon actif. Également, en plus, donc, on a dit qu'on génère des ions hydroxyles dans le milieu, pas forcément, donc tout dépendamment aussi du pH de l'eau, pas forcément ces ions hydroxyles, on va former les hydroxydes d'aluminium, mais ça se peut qu'on forme aussi les AlOH4-, donc ces ions qui sont des consommateurs alcalins et qui peuvent en fait réduire la performance du traitement, surtout du côté, je parle ici, de l'électrocoagulation. D'où, en fait, ça explique pourquoi, en augmentant la densité de courant, à certains moments, on arrive à avoir une baisse de performance. Notamment aussi au niveau de la fraction soluble. Surtout ici, elle est due au peroxyde d'hydrogène qu'on génère dans le milieu. Ce peroxyde d'hydrogène qui va vraiment oxyder la fraction organique dissoute dans le milieu. Et donc, notre performance avec le système d'électrocoagulation et électroréduction, on arrive à réduire jusqu'à 55% dans le milieu. Le reste a été raffiné par le charbon actif. Au niveau du phosphore, donc on sait que la coagulation, d'une façon générale, on arrive à faire à l'enlèvement, à réduire la fraction du phosphore. Mais comme je vous ai expliqué aussi, le charbon actif, à certains moments, il a relargué le phosphore. Avec les tests au laboratoire qu'on a fait, ici, le charbon actif, en fait, il est conditionné par l'acide phosphorique. Vous allez voir, je vais vous présenter tout à l'heure les résultats avec le lavage du charbon actif au laboratoire 9. On voit des concentrations de phosphore qui sont relarguées en utilisant du flot distillé. Donc ça, c'est un problème que vraiment il faut le régler, qu'on arrive en fait par la suite à le régler puisqu'on a un relargage du phosphore par le charbon actif. Donc, les problèmes rencontrés, juste en résumant, lorsqu'on a eu le développement technologique, c'est tout d'abord l'encrassement des électrodes. Lorsqu'on travaille avec des électrodes catalytiques, donc il peut avoir des dépôts de matière organique qui se forment avec le temps, avec le traitement. Lorsqu'on va travailler à grande échelle et automatiser le système, on peut réduire ce phénomène par l'inversion de polarité. Pour éviter que ces dépôts se forment, éviter l'encrassement des électrodes. On a le relargage du phosphore, comme je vous ai dit, on parle d'un charbon actif qui est conditionné par l'acide phosphorique. On l'a remplacé par du charbon actif conditionné de façon thermique. Et on a aussi amélioré la partie décantation, garder soit la même performance ou améliorer la performance, et aussi tout en réduisant la consommation énergétique dans notre cellule électrochimique. Donc ici, comment on arrive à remédier à ces trois problèmes. Donc ici, vous voyez les tests laboratoires qu'on a fait pour le lavage du charbon actif. Vous voyez qu'on voit des concentrations de phosphore et à certains moments, ces concentrations commencent à baisser. Donc on l'a remplacé par du charbon actif conditionné par voie thermique. On a remplacé aussi pour l'étude sur site les électrodes d'aluminium. Un des points aussi qu'on vise à le faire par la suite, c'est d'évaluer la durée de vie de l'électrode, surtout l'électrode d'aluminium, puisque c'est une électrode consommable. Au niveau du point d'échantillonnage, ou bien le point qui va être connecté entre le décanteur et le charbon actif, vous savez qu'on est en procédé électrochimique, on a une partie qui décante, mais aussi il y a la mousse qui se forme à la surface des électrodes. Donc, il faut trouver, on arrive à détecter le bon point pour connecter notre système d'échantillonnage et connecter notre point avec le charbon actif pour aussi améliorer la durée, éviter le colmatage du charbon actif et améliorer sa durée d'utilisation. Donc, en faisant notre optimisation, juste avec donc, la clarification
pratiquement, on est à supérieur à 90% en termes de clarification d'eau, que ce soit par la cellule électrochimique ou bien par charbon actif. Vous voyez ici les tests du traitement. Donc, tous les tests ont été faits, j'ai oublié de les signaler, en mode continu. Donc, durant toute la journée, on a travaillé et on fait des échantillonnages. On parle aussi d'une bonne réduction du phosphore. Donc, on arrive à régler le problème du phosphore, surtout à la sortie du charbon actif, parce que par voie électrolytique, on était capable d'en l'enlever à 100%. On arrive aussi à réduire la fraction de la DCO, que ce soit la fraction colloïdale ou bien la fraction soluble. Et on atteint plus que 90% d'enlèvement de DCO à la sortie du charbon actif. Une des paramètres qu'on a optimisé aussi, c'est le débit. Donc, connaissant qu'une cellule électrochimique d'électrocoagulation, généralement, les temps de contact, c'est entre 15 et 20 minutes. Donc, on voulait réduire le maximum possible le temps de contact dans la cellule électrochimique et aussi au niveau du charbon actif. Donc, c'est parmi les choses qu'on a optimisées. Et aussi, on a évalué la performance de la désinfection, notamment avec l'enlèvement du coliformes fécaux et E. coli. Donc, ce qu'on a rajouté par rapport à ce que vous voyez tout à l'heure sur les performances, on arrive à avoir pratiquement une bonne désinfection de notre eau grise parce que c'est exigé aussi par la norme NSF au niveau de la réutilisation. Donc, si on se compare par rapport à la norme NSF, donc la gamme de pH, elle est incluse dans l'intervalle imposé par la norme NSF. Des concentrations maintien en suspension inférieure à 10 ppm. En DBO5, la même chose, absence de E. coli, de coliformes fécaux et absence d'odeur détectée au cours des essais qu'on a fait. Donc ici, juste une image visuelle sur la qualité de l'eau, surtout finale, obtenue après, donc à la sortie suite au traitement avec la technologie ERG. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment la qualité de l'eau grise initialement. Donc, une fois qu'on a fait notre optimisation au Cégep de Saint-Laurent, par la suite, donc, on a passé à l'étape sur site, donc à Saint-Benoît. Et ce que vous voyez ici, donc, c'est une dimension 3D de notre système avec la TOT qui accumule l'eau grise. Donc ici, ce que vous voyez, c'est vraiment le système électrochimique in situ d'un réacteur de décantation et par la suite qui va passer à travers un système de charbon actif en grains. En fait, l'ensemble que vous voyez ici, il y a le système utilisé pour le traitement et le recyclage d'eau grise et on a réservé de l'espace aussi pour le traitement des eaux noires avec un traitement, on a visé un traitement biologique pour le traitement des eaux issues des toilettes, donc c'est les eaux noires. Donc, quelques photos ici de notre installation sur site. Donc, ici, vous voyez donc le bac d'alimentation pour les eaux grises, donc l'accumulation des eaux grises. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment une vue de haut de notre cellule électrochimique avec la partie décantation et la colonne du charbon actif qui a été utilisée pour l'étude. Ici, pendant donc, les essais qu'on a commencé au mois de septembre, octobre, sur site, donc de traitabilité. Donc ici, le réacteur électrochimique, il est en mode fonction. Vous voyez ici la boue qu'on le génère en fait dans la cellule électrochimique à la surface des électrodes. Donc, quelques résultats de nos essais. Donc, des essais qui ont été faits au mois d'octobre, novembre et aussi au mois de décembre. Donc, la performance de notre système, on est à plus que 65% d'enlèvement de DCO juste à la sortie de l'unité électrochimique. Avec le charbon actif, on arrive à le raffiner à plus que 90%. Donc, également au niveau de la clarification, plus que 50% de l'eau qui est clarifiée juste par une électrolyse et décantation et le reste, il est raffiné par la colonne du charbon actif. Au niveau de la déphosphatation, on est capable d'enlever la fraction phosphore par électrolyse. Donc, ça, c'est quelques essais, quelques résultats d'essais qui ont été faits au mois d'octobre 2020. Et qui s'approche donc de la norme NSF imposée pour le recyclage et la réutilisation des eaux grises.
Et donc ici aussi des tests de reproductibilité qui ont été faits pour, je pense que c'était le mois de novembre-décembre. Juste à signaler, les premiers essais, on a fait rouler le système pendant 5 à 6 heures. Ici, ce que je présente des résultats, c'est des échantillonnages qui ont été faits après 10 heures et 11 heures. Donc, on a laissé le système fonctionner durant toute la soirée et on voulait savoir si la performance, elle se maintient, mettons, après 10 heures de traitement, 11 heures de traitement en mode continu. Et ce qu'on obtient, c'est vraiment des résultats promoteurs, des résultats intéressants qui nous amènent en fait à continuer la validation, le développement sur site pour le traitement et le recyclage des eaux grises. Notamment ici, lorsqu'on dit de recyclage, le partenaire, il vise à la réutiliser pour, principalement pour les chasses de toilettes dans les campements de chantier. Je voulais à la fin, en fait, remercier donc toute l'équipe scientifique du Centre de technologie de l'eau et de Cégep de Saint-Laurent, la collaboration qu'on a eue pour la réalisation des activités de ce projet, pour la réalisation du travail, que ce soit au Cégep ou bien sur site avec le client, la collaboration et le partenariat avec RCM Solutions Modulaires qui nous accompagne dans notre développement. Notre partenaire financier, CRSNG, qui nous a accordé le financement pour la réalisation de ce travail. Et merci pour votre attention et je suis prête à vos questions. Alors, un gros merci, Rémi. C'était vraiment très intéressant, vraiment une belle opportunité ici comme projet. Félicitations. Merci. Alors, donc, je veux juste vous dire aussi, avant de passer à la période de questions, que vous pourrez retrouver la présentation de Madame Dagrir en format PDF sur le site web de Centro. En fait, elle est déjà en ligne sur le site web de Centro et vous pourrez aussi retrouver la présentation en vidéo. Donc, c'est maintenant la période de questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Oui. Des fois. Alors, je t'invite, Rémi, à lire d'abord les questions à voix haute et à y répondre par la suite. OK. Donc, je commence en haut. Hein? Donc, la norme NETSEF étant unienne, est-ce qu'on doit obtenir une autorisation de la régie du bâtiment pour utiliser les eaux grises dans un bâtiment? Je pense que oui, mais c'est la seule, ce que je peux dire pour la norme NSF actuellement, c'est la seule norme qui est actuellement présente ou bien disponible, qu'on peut l'utiliser pour voir si on est capable de réutiliser de l'eau pour des applications toujours non potables. Vous pouvez poser vos questions. Okay. Du point de vue énergétique, le traitement par unité est-il mieux que le traitement chimique? En fait, ça a été démontré ici, si je parle de l'électrocoagulation, en termes d'investissement au départ, ça se peut que c'est quand même un peu coûteux, mais en termes d'OPEX, d'opération, le système électrochimique, comparativement à des systèmes de traitement conventionnels comme la coagulation chimique, il y a certaines études qui ont démontré qu'ils sont moins coûteux par rapport à un système conventionnel. Donc, la réponse est oui. Que le traitement des eaux grises peut assurer l'élimination des pathogènes, exemple COVID-19. Si la réponse est non, est-il recommandé de squelette des eaux grises? OK. Le COVID, c'est un virus. Donc, ici, le système, il vise donc on a l'électrocoagulation, on a l'électrocooxydation. Je ne peux pas répondre vraiment pour le COVID, mais ce que je peux dire, c'est que les oxydants qu'on génère dans le milieu, ils sont capables de s'attaquer à des bactéries, donc des bactéries qui ont des membranes. Alors, comparativement à un virus, où il y a absence de cette membrane-là, donc il y aura une facilité de s'attaquer au virus d'une façon générale. Je comprends que votre système soit transportable et adaptable, mais finalement, la technique très naturelle de la phytorépuration fera un travail équivalent en utilisation fixe, à moins que le climat au Québec ne soit pas adapté pour cela. Il y a ça aussi, mais comme je l'ai dit ici, je ne sais pas pour la phytoépuration, mais notre système ici, c'est vraiment automatisé, donc moins de manipulation, moins de réactifs chimiques. C'est une des options, ce que je présente aujourd'hui, c'est une des options
pour traiter et recycler les eaux grises. C'est sûr que notamment, il y aura d'autres technologies qu'on peut l'utiliser, mais ici, on a adopté pour une technologie, si je peux dire aussi, verte. Si cette eau est destinée à la réutilisation, n'est-il pas préférable d'ajouter un traitement en UV ou équivalent avant? Ça pourrait, mais ici, l'idée d'éviter donc un système UV, c'est aussi un système d'oxydation, donc il y a des radicaux qu'on peut le générer. Ici, puisqu'on parle de l'électrocoagulation pour enlever tout ce qui est matière organique colloïdale, tout ce qui est fraction dissoute et tout ce qui est désinfection, on l'assure à travers le compartiment cathodique. Donc, on profite d'un système 2 en 1, si vous voulez, qui va enlever la matière organique colloïdale, qui va oxyder la fraction dissoute, mais aussi qui va assurer une bonne désinfection des eaux, d'où non pas la nécessité d'utiliser une lampe UV. Les beaux projets répètent, quelle est la valeur minimale de conductivité pour que le système ERG soit performant, Stéphane? Okay. Oui, Stéphane, en fait, merci pour le compliment. Donc, ici, on parle d'une conductivité de 500 à 600 microsiemens par centimètre. C'était un chiffre, donc c'était quelque chose de, c'était une valeur minimale nécessaire pour assurer une bonne conductivité de notre eau et sans avoir recours à l'ajout des sels, en fait. Et Amina, pour ce travail, est-ce que ce projet est limité par un débit? Oui, est-ce que le projet est limité par un débit maximal qu'il ne faut pas dépasser? Car si ce n'est pas le donc pour les nouveaux projets d'habitat, vaut mieux opter pour ce système en réutilisant les eaux grises traitées pour les chasses de toilettes. Donc, pour ta première question, en fait, ce que j'ai démontré ici, c'était pour des faibles débits, pour des faibles utilisations, faibles consommations d'eau grise, mais à travers les conditions électrolytiques qu'on a optimisées, on est capable par la suite d'embosser des groupes débits pour des capacités plus importantes d'eau grise à traiter. Donc, il suffit d'avoir, mettons, la densité de courant, le débit d'eau consommé, on est capable d'avoir des systèmes électrolytiques à plus grande dimension qui sont capables de traiter des grosses débits d'eau grise. Ma deuxième question, quels sont les coûts d'exploitation du projet? Donc ici, on a parlé, on parle de 0,08 $ le mètre cube traité comme coût de traitement d'eau grise. On n'était pas allé pour vérifier la partie CAPEX-OPEX, mais c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut le prévoir en fait à long terme dans le futur. Donc, bravo, c'était intéressant, merveilleuse opportunité de mais donc ici, on parle, quels sont les défis ou les barrières pour intégrer la technologie ERG dans des systèmes de gestion des eaux grises actuels au Québec afin de passer à la prochaine étape? En fait, bon, notre partenaire, comme je l'ai mentionné, il est au Québec. C'est un partenaire québécois, sauf qu'il est parfois les campements de chantier ils sont dans des régions isolées. Actuellement au Québec, bon, on ne parle pas beaucoup de recyclage vu qu'on a quand même une forte, on a quand même nos réserves d'eau sont énormes, donc c'est pourquoi on ne parle pas de recyclage d'eau. Il y a aussi l'acceptation sociale pour la partie réutilisation de l'eau. D'où pourquoi j'ai signalé que ça sera juste pour des applications donc non potables, notamment l'irrigation, notamment les chasses de toilettes, mettant pour lavage des camions, lavage des voitures, ça peut aller. Donc, il y a aussi l'acceptation sociale pour tout ce qui est réutilisation d'eau traitée, qui reste quand même un défi. Donc. Et Daniel, tu fais comme... Okay. Merci Daniel. Donc, Normand, proportionnellement, la quantité d'eau grise produite et traitée est plus grande que la quantité d'eau qui peut être réutilisée dans les chasses d'eau des toilettes. Est-ce que la surplus peut être rejetée dans l'environnement? Oui, une très bonne question. En fait, oui, l'eau, donc il y a une partie qui pourrait être réutilisée dans les chasses de toilettes
et on peut le rejeter directement le reste dans l'environnement, puisque la norme NSF, quand même, elle est quand même stricte. Je vous ai montré, en fait, les exigences de la norme NSF. On parle d'un DBO inférieur à 10, absence de bactéries, absence de matière en suspension inférieure à 10, une turbidité de 2. Donc oui, avec les normes ou les exigences environnementales en termes de rejet dans l'environnement, ça pourrait être le surplus, ça pourrait être rejeté dans l'environnement sans aucun problème. Très bon, intéressant. OK. Les oxydants. Okay. Les oxydants générés dans votre système peuvent-ils être comparables au chlore, qui est également un puissant oxydant et également virucide? La chloration, c'est quand même, oui, c'est vrai, c'est un oxydant qui pourrait être régénéré si on utilise d'autres types d'électrodes catalytiques. Ici, on génère le peroxyde d'hydrogène et les radicaux hydroxydes suite à la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Ce que je peux te dire, c'est que le peroxyde d'hydrogène, il a un potentiel d'oxydoréduction de 2,8 et est reconnu comme l'oxydant le plus puissant qu'on peut générer dans le secteur, dans le domaine de traitement des eaux, qui est plus puissant que la chloration, en fait. Avec, bien sûr, le peroxyde aussi qu'on génère in situ, qui a aussi un potentiel d'oxydation très élevé. This is a very great project. Nous sommes en train de lancer un start-up en Tunisie. Nous sommes en train d'inventer un appareil commercial qui traite l'eau grise dans des filtres et sans des matières chimiques. Nous sommes jeunes et nous visons votre aide. Pouvez-vous m'envoyer votre email, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Donc, quelle est la nouvelle réglementation de l'azote, phosphore et potassium pour optimiser le traitement en vue d'une utilisation en agriculture? Avez-vous des projets de thèse pour ce projet? Bon, pour le moment, nous, la norme de réutilisation n'aborde pas ces paramètres-là. C'est plus au niveau du rejet. Au niveau, ça pourrait être pour l'irrigation, mais dans ce cas, comme vous venez de le mentionner, il faut prévoir pour le réutiliser dans l'agriculture, en plus de la norme de réutilisation, quelles sont vraiment les vraies valeurs qu'il faut respecter pour ne pas dépasser en termes de phosphore, azote et potassium, qui sont nécessaires pour l'irrigation et pour l'agriculture, en fait.